10 décembre 2025, 4e année, jour 290 depuis le début de l'invasion totale. Bienvenue à tous, voici le rapport quotidien. Le rapport d'aujourd'hui montre des manifestations à Koursk, illustrant la pression politique croissante sur la Russie. Les offensives russes près de Siversk et les changements dans le commandement ukrainien modifient la situation au front. Le développement continu du centre de drones russe près de Donetsk. Et aussi comment la flotte fantôme en mer Noire continue d'être décimée, regardons le rapport. De nouvelles manifestations publiques ont eu lieu dans la région russe de Koursk. Les habitants russes des régions frontalières réclament les indemnités promises par le président Poutine. Ils parlent d'environ $1000 américains. C'est le dernier souvenir que j'ai par personne. Un conseiller du gouverneur régional a déclaré à ce sujet que la population aurait dû défendre elle-même ses maisons. C'est vraiment une blague, c'est ce qui se passe là-bas, ça. Surtout que les Russes les ont fait évacuer. Lorsque les Ukrainiens ont franchi la frontière, les soldats russes ont pillé les appartements. Surtout ceux d'Armad, ils ont alors pillé les logements des citoyens. Même dans des villages où les Ukrainiens n'ont même pas mis un pied. Et ensuite, Poutine leur promet une indemnisation parce qu'ils ont dû endurer tant de choses ici et, bien sûr, ont aussi perdu beaucoup de biens. Principalement à cause de leurs soldats, ce qui n'a jamais été reconnu ici. Tout cela simplement parce que les Russes ne pouvaient pas défendre la frontière. Logiquement, ce paiement n'a jamais eu lieu. Et qu'est-ce qu'on fait alors ? Bien sûr, on accuse les habitants, non ? C'est vraiment risible, mais je ne pouvais pas m'attendre à autre chose. Par ailleurs, une femme de Koursk ayant déjà adressé une plainte similaire à Poutine a aussi été arrêtée. Des soldats d'Assaf ont filmé ici des prisonniers de guerre russes. Le Russe demande quel sera bientôt leur sort, s'ils sont prisonniers ou vont être exécutés. Quand les Ukrainiens ont répondu qu'ils étaient faits prisonniers, il a joint ses mains. Il faut comprendre la peur. On dit clairement aux Russes que les Ukrainiens les exécuteraient, et ainsi de suite. Parfois, ils pensent qu'ils ne pourront même pas survivre en tant que prisonniers de guerre. D'un autre côté, ce sont aussi les Russes qui ont envahi l'Ukraine. Ils peuvent supposer que leurs chances sont moindres s'ils sont faits prisonniers. Car les atrocités qu'ils ont commises là-bas en Ukraine, partout où ils sont passés, et qu'ils diffusent même publiquement eux-mêmes, n'améliorent évidemment pas l'ambiance. Exemple bref de la Seconde Guerre mondiale. Le Troisième Reich a envahi partout. Puis il y a eu un tournant. On ne défendait plus seulement le territoire élevé, mais aussi son propre sol. La plupart des crimes commis contre la population allemande vivant là-bas provenaient en fait des armées des pays dans lesquels le Troisième Reich avait auparavant envahi. Ils avaient aussi une mentalité très différente de celle des États-Unis. Les Canadiens ou des unités coloniales britanniques, car les Allemands avaient déjà été chez eux et causé de nombreux dégâts. Contrairement aux armées qui ne connaissaient quand c'est la guerre que par ouï-dire avant d'y participer activement. C'est pareil là-bas maintenant. Il est donc tout à fait compréhensible, d'un point de vue purement psychologique, que l'on envahisse un endroit, détruise des villes, des infrastructures et des familles, puis qu'on ait peur de subir la vengeance de ceux qu'on a attaqués. Un autre aspect de la vidéo est très intéressant. Comme nous pouvons le constater de plus en plus, les soldats russes semblent de mieux en mieux équipés depuis quelques mois. Celui-ci a même un vrai casque, et pas un de ces casques en aluminium qu'un officier russe corrompu avait commandé auparavant. Leur armée évolue aussi. Consultant jusqu'à 400 sources par jour, je vois de nombreuses vidéos. En moyenne, je dirais que les Russes commencent à maîtriser leurs problèmes d'équipement, notamment les uniformes. D'un autre côté, l'approvisionnement des soldats semble toutefois rester mauvais, quand ils se retrouvent à genoux dans la boue à boire l'eau des flaques, car la logistique russe ne les approvisionne pas. De même, il semble qu'à nouveau de nombreux soldats russes de la brigade des Invalides soient en présence sur les champs de bataille, comme on peut le voir clairement ici. Néanmoins, les Russes gagnent du terrain, ils avancent encore près de Siversk. Les Ukrainiens ne maîtrisent clairement pas la situation. Comme mentionné il y a 2 jours, après la prise du quartier Haie par les Russes, les combats au centre se sont intensifiés. Les Russes contrôlent l'accès sud de la ville et tout jusqu'à la rivière Bakhmutovka. Au pont indiqué sur la carte de situation, il y a également eu une attaque de drones contre des soldats russes. Cela signifie qu'ils ont déjà pu atteindre le pont une fois. Mais ici, la défense se fait principalement avec des drones. À l'emplacement de l'épingle verte, les Russes ont de nouveau largué des bombes planantes. C'est pourquoi une présence ukrainienne dans le quartier ouest de la ville reste à prévoir. Si l'on regarde un peu plus loin, en s'éloignant de Siversk vers Pokrovsk, on ne constate guère de changement ici. Par rapport au dernier rapport, ceci vient encore de là. Cela devrait être en rouge clair. Je pense qu'il n'y a presque aucun changement.
Les zones situées ici à l'est de REI pourraient désormais avoir été conquises par les Russes jusqu'à la voie longue ferrée qui se trouve ici. Mais il me manque encore 1 ou 2 géolocalisations auxquelles je n'ai malheureusement pas pu m'atteler aujourd'hui. Je ne peux pas certains jours travailler, étudier et en même temps géolocaliser moi-même chaque rangée d'arbres. C'est pour ça que parfois, je dépends de l'aide des autres, et ça prend un peu de temps, mais ce n'est pas si grave. Nous sommes quand même, ici, je dirais, les mieux informés dans l'espace germanophone quand il s'agit de changements quelconques. En soi, les combats restent intenses, surtout dans les 3 derniers secteurs jaunes, ici au nord de la ville, et la poche semble se refermer lentement, mais sûrement. Les Russes se rapprochent de plus en plus ici. Des géolocalisations ont de nouveau été signalées plus fréquemment dans la zone marquée en jaune, sans qu'on puisse affirmer qu'ils aient un de ces pu s'y maintenir. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes a présenté la nouvelle situation à Pokrovsk lors d'une interview et a évoqué des points intéressants. Il précise que les Russes ont porté leurs effectifs à 156 000 hommes dans ce secteur. Cela représenterait presque 20% de tous les soldats russes en Ukraine. En comptant toutes les branches, environ 60 000 sont des combattants de troupes, le reste étant, du moins officiellement, des forces de soutien. Il indique aussi que le système central est désormais en place et que la restructuration de l'armée en pleine guerre a été possible et surtout réussie. Grâce à la restructuration, on souhaite remplacer les commandants inexpérimentés qui dirigeaient des brigades indépendantes et les réintégrer dans une structure supérieure afin que la coopération et la coordination entre les différentes unités soient plus fluides. La Russie intensifie ses attaques de drones depuis l'aéroport occupé de Donetsk. Le nombre de drones déployés croît et les systèmes atteignent plus vite leur zone d'opération. Des images satellites confirment l'expansion des infrastructures locales. Des hangars agrandis, 4 aires de lancement fixes et une piste mobile sont visibles. Au total, il y a désormais une dizaine de hangars autour du terminal détruit, ce qui a transformé le site en une véritable base de drones. Zelensky a annoncé qu'il organiserait des élections dans les 60 ou 90 jours suivant un cessez-le-feu, à condition que l'Europe et les États-Unis offrent des garanties de sécurité solides à l'Ukraine. Ainsi, il répond directement à l'accusation de Trump, selon laquelle il resterait au pouvoir en invoquant la guerre. Constitutionnellement, la situation était et reste claire. La constitution ukrainienne interdit les élections régulières en temps de guerre et prolonge les mandats du président et du Parlement jusqu'à la fin formelle de la guerre. Comme dans pratiquement tous les autres pays du monde. Seul le Parlement élu librement peut décider de modifications à ce sujet. En pratique, cette remarque est aussi importante que banale. Des élections libres et sûres ne peuvent évidemment pas avoir lieu sous des tirs de roquettes. Volodymyr Zelensky renvoie donc la responsabilité aux puissances garantes. Cependant, une garantie de sécurité validée par le Congrès américain paraît peu probable. Ainsi, cette initiative ôte à Donald Trump et Vladimir Poutine l'argument que Kiev bloquerait les élections pour son propre intérêt. Volodymyr Zelensky montre donc à nouveau sa volonté, dès que la sécurité et le cadre juridique le permettront. La pression est désormais sur Washington et les capitales européennes pour voir si elles offriront plus que de simples promesses. Les 6 dernières exigences par principe pour des négociations de paix ont aussi été acceptées par Volodymyr Zelensky auprès des États-Unis. Avant un nouveau refus de la Russie. C'est toujours le même jeu. Les États-Unis proposent une paix qui prend entièrement en compte les intérêts de la Russie. L'Union européenne et l'Ukraine réagissent et réécrivent le document. Les États-Unis regardent cela et l'acceptent. On le redonne à Poutine et il le rejette parce que cela ne correspond pas à ses exigences maximales. Et c'est ce que nous voyons maintenant pour la 6e fois consécutive. En mer Noire, le prochain pétrolier a été attaqué par des drones maritimes ukrainiens. La flotte fantôme perd un autre navire, le Dayan qui allait vers le port russe de Novorossiysk. Comme les autres pétroliers qui ont été attaqués auparavant, ce navire n'était pas chargé. Je pense que les Ukrainiens veulent éviter les conséquences d'une marée noire. Si l'on regarde les dernières attaques, y compris celles-ci, et qu'on les compare, on remarque qu'elles visent souvent la zone du gouvernail et non pas près des réservoirs. Voici un petit exemple illustratif. L'image montre certes un méthanier, mais la structure est la même. Les réservoirs se trouvent à l'avant du navire et sous la passerelle se trouvent la plupart des commandes et la salle des machines. D'après moi, les Ukrainiens cherchent seulement à empêcher les navires de manœuvrer, pas à les couler, mais d'autres sanctions semblent aussi efficaces. Dans l'Oural, des employés d'une grande entreprise de cuivre, fer et vanadium affirment ne pas avoir été payés depuis des mois. La situation est tellement tendue que de nombreux ouvriers ne peuvent même plus financer leur retour chez eux. Selon Rostat, les arriérés de salaire à l'échelle nationale s'élevaient
en octobre à un total de 2,1 milliards de roubles. En l'espace d'une année, ce montant a triplé. Dans le même temps, le nombre de plaintes déposées auprès de Rostrud pour des paiements retardés ou non effectués a presque doublé. Au cours des 11 premiers mois, l'administration a reçu près de 26 000 plaintes de ce type. Je dirais que l'ambiance est neutre. Les médias russes rapportent que le théâtre dramatique de Mariupol occupé a été reconstruit et devrait rouvrir avant la fin de l'année. Il convient de rappeler qu'au 16, en mars 2022, une frappe aérienne russe sur ce bâtiment a tué environ 600 civils réfugiés. Malgré l'inscription bien visible du mot « enfant » sur la place devant le bâtiment, l'attaque a été menée et le théâtre a été détruit. Au final, ils ont commis l'un de leurs crimes de guerre sur cette place et ont construit un nouveau théâtre par-dessus. Quel endroit macabre quand on pense à s'asseoir dans les rangées du nouveau théâtre, là où près de 600 personnes, dont beaucoup d'enfants, ont été bombardées au camp il y a 3 ans. Rochelle a confirmé que les livraisons de ces véhicules Senator à l'Ukraine ont dépassé les 2000 unités, dépassant ainsi largement les 1700 annoncés jusqu'à présent. Le fabricant canadien est devenu depuis 2022 l'un des principaux fournisseurs de véhicules des forces terrestres ukrainiennes. La famille de véhicules sert déjà au transport de troupes et blessés, à l'approvisionnement logistique sous le feu et comme plateforme de commandement et sanitaire. Leur importance tient à 3 facteurs: délai de production court, armement modulaire avec blindage additionnel et solution en cage contre les drones, ainsi qu'un cycle d'adaptation rapide fondé sur les retours du front. Récemment, ils ont également publié quelques enregistrements de combats où l'on pouvait voir un impact direct de drone que le véhicule a réussi à supporter. Et ensuite, Taulis est resté fonctionnel et l'équipage a été ramené sain et sauf. Car c'est précisément pour cela que les véhicules occidentaux sont fabriqués. La guerre est bien sûr rentable aussi pour ces fabricants, car ils peuvent intégrer des connaissances importantes dans les nouvelles versions, qu'ils peuvent ensuite proposer à d'autres partenaires. Merci en particulier aux membres de la chaîne Algo Crew, à tous les abonnés et surtout au lieutenant-colonel Renek. Merci de votre écoute, abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour une prochaine mise à jour.